Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes face à l'Afrique. Face à l'Afrique, c'est une émission qui parle de l'Afrique, qui parle de société, qui parle de l'économie et aussi également culturelle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important qui va de l'avenir de l'Afrique. Alors l'Afrique est-elle devenue une terre de blanchiment de capitaux? Pour le savoir, nous avons des invités sur ce plateau. Monsieur Iluku Patrick, qui est bien entendu analyste politique. Il est aussi un féru de la stratégie en diplomatie. À ma gauche, monsieur Thibaut Obou, consultant en stratégie. On va le savoir, quelle stratégie. Il est président de Africains du Monde. Alors dites-moi, monsieur Thibaut, qu'est-ce que c'est Africains du Monde? Bonjour. Bonjour. Donc Africains du Monde est une organisation qui défend les intérêts des Africains sur place, sur le continent, en dehors du continent. Par exemple en Inde, vous avez les premiers habitants de l'Inde qui sont africains comme vous et moi, mais qui n'ont pas la citoyenneté. Donc on se bat pour qu'ils aient cette citoyenneté. Alors ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, je bascule tout de suite en Afrique, il y a des Indo-Pakistanais en Afrique qui investissent beaucoup en Afrique. Alors, pour nous, on voit les BRICS derrière cela. Quand on voit les BRICS, on voit les capitaux. Alors, les capitaux sont bien transférés? En fait, moi, comme je suis là pour défendre les intérêts des Africains, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si les Africains eux-mêmes participent avec ces Pakistanais aux capitaux. C'est-à-dire que chacun apporte ses capitaux pour pouvoir transformer l'Afrique, pour faire en sorte qu'on crée réellement des hommes d'affaires et des industriels. Donc il faudrait qu'il y ait deux entrées de capitaux, pakistanais, indiens, et des Africains, hommes d'affaires, qui permettent à leur pays de réellement vivre. Il n'y a que comme ça que, éventuellement, on peut aller très loin. Alors on peut aller très loin. Alors quand on va loin dans des capitaux, derrière les capitaux, on voit l'argent. Quand on voit l'argent, on pense aussi comment tricher, comment aussi escroquer, pardonnez-moi l'expression, les trésors. Oui, Bongos, tout développement de la zone Afrique passe par les moyens financiers que l'Afrique en elle-même peut posséder. Nous avons déjà, nous, des matières premières. On a une zone très dense avec des populations très éduquées aujourd'hui et une population en grande majorité éduquée à l'Occident. Donc nous comprenons les phénomènes qui se passent aujourd'hui. L'Afrique a besoin des capitaux, mais le problème maintenant, est-ce que ces capitaux-là profitent directement aux populations, la grande majorité de la population ou pas? La réponse, on serait tenté de dire clairement qu'aujourd'hui, l'arrivée des capitaux, qu'ils proviennent de l'Inde ou de l'Asie ou de l'Europe, n'est pas bien structurée. Nous avons un problème de structure pour surveiller un peu qu'est-ce qui vient, comment, pour que les populations puissent profiter. Après, on a le problème des investissements, des intéressements directement des Africains. Comment les Africains eux-mêmes sont impliqués dans ces transferts des fonds, à quel niveau ils sont impliqués. Ça, ce sont des questions à laquelle je pense qu'au niveau des États, les États africains doivent bien regarder ces phénomènes-là pour favoriser l'avancée du plus grand nombre. L'avancée du plus grand nombre, on regarde aujourd'hui, l'Afrique est regardée, et choyée, et aimée. Des fois, les prédateurs sont là. Quand on parle de prédation, on voit aussi les blanchiments de capitaux. Comme il n'y a pas assez de contrôle, il y a des dictatures. Les dictatures favorisent ce genre de blanchiment. On trouve également dans des pays comme le Soudan, le blanchiment est assez important. Dans le pays de Maghreb, où on sévit un tout petit peu, comme le Maroc. Alors, le Sénégal, c'est une terre de blanchiment. Alors, comment on peut expliquer cela? En fait, il faut se concentrer. C'est-à-dire que ça veut dire que, avant de parler réellement des blanchiments, il faut savoir est-ce qu'il y a un État solide et souverain. Voilà. C'est de la souveraineté que pas réellement les contrôles. C'est-à-dire qu'un pays est souverain, il peut contrôler à la fois sa monnaie, puisqu'il peut la fabriquer, donc il contrôle sa monnaie. Mais quand elle n'est pas souverain, ça devient difficile de contrôler ses capitaux, puisqu'elle ne sait pas d'où c'est fabriqué, dans le cas du CFA par exemple, est fabriqué ici à Clermont. Il y a les pour et les contre d'ailleurs parfois. C'est vrai, à Clermont-Ferrand. Donc oui. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc il y a une opacité. L'opacité entraîne forcément quelque part des poches où on ne sait pas comment cet argent peut être réellement utilisé. Donc, ce qu'il faudrait faire, et il y a aussi une réalité des liquidités qui circulent, c'est-à-dire on a les transferts de fonds, par exemple la diaspora. La diaspora apporte beaucoup de fonds en Afrique. 67 milliards de dollars. Beaucoup de fonds en Afrique. Comment ce fonds est capté par les pays africains pour que ça serve effectivement, indépendamment de la possibilité de créer eux-mêmes leurs fonds et de faire en sorte que ces fonds soient bien utilisés. Donc, pour venir à notre histoire de blanchiment d'argent,
En réalité, les vrais blanchiments d'argent se passent en dehors de l'Afrique. C'est-à-dire que récemment, les G20 ont fait une liste des pays qui blanchissent le plus. Il n'y a qu'un seul pays africain qui circule, c'est la Sierra Leone. La plupart des autres pays sont des pays européens ou des pays des îles des Caraïbes. C'est là où ça se passe. Donc le problème est de savoir, est-ce que nous confondons blanchiment d'argent et la circulation de la monnaie fiduciaire? Parce qu'en Afrique, en majorité, les gens sont payés en cash. Il faudra peut-être revenir sur le principe. En 1996, Charles Pasqua avait mis des restrictions par rapport à une loi où on ne pouvait pas transférer plus de 50 000 francs français, 8 000 euros aujourd'hui. Et ça posait problème, où les gens trichent beaucoup aujourd'hui avec cette loi scélérate, on peut dire ainsi. Que pensez-vous de cela? Oui, quand on met une loi en place, cette loi profite, ça donne accès au libre cours à ces genres de blanchiment, parce que les gens ne peuvent plus se faire circuler leur monnaie comme ils devaient les circuler. Je serais tenté, moi, de faire une différence. Il y a une différence entre les capitaux que les particuliers qui travaillent à l'Occident, qui déversent en Afrique. Ça, ce sont des fonds propres. On ne peut en aucun cas parler de système de blanchiment ou d'erreur de transfèrement parce que tout le circuit est contrôlé. Il est contrôlé au démarrage, il est contrôlé à l'arrivée. Les compagnies ou les prestataires de services dans la zone Afrique, avant de servir la monnaie, ils vérifient qu'effectivement, les fonds ont été délivrés d'une manière légale au départ de l'Europe. Donc, ces circuits-là, c'est un circuit propre. Aujourd'hui, les pays que vous citez, la Sierra Leone, ce sont des pays qui essaient de se structurer et on a des références. On sait voir quelles sont les masses rentrants, quelles sont les masses sortant. Mais au niveau des autres pays africains, quand vous parlez de la zone CFA, j'aimerais rebondir sur ces sujets-là. Parce que ce sont des sujets que nous maîtrisons. La zone CFA est la zone la plus stable en matière de masse monétaire, mais c'est aussi la zone où il y a plus. Il y a une ponction extraordinaire de la Banque de France, il faudra remettre cela. Oui. Hein? Donc si on veut parler de discussion sur le franc CFA, ça ne sert pas, ça dessert complètement l'Afrique. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. C'est un autre problème qui repose sur des stratégies que les pays de l'Ouest ont choisies par rapport... Ce sont des stratégies politiques qu'ils ont choisies. Mais revenons sur les blanchiments d'argent. Ce qui nous intéresse dans la zone Afrique, ce sont tous ces circuits des compagnies étrangères qui arrivent avec des fonds qu'on n'arrive pas à tracer. Des grandes compagnies arrivent à investir sur 20-30 milliards, alors qu'au démarrage, la maison mère ne peut en aucune manière justifier de la provenance des fonds. Ces problèmes-là, c'est ce problème-là que l'Afrique a énormément de problèmes, parce que les grosses machines occidentales, on a des a priori positives, c'est-à-dire on ne surveille pas, ils ont une organisation qui apparemment est bien structurée, respecte les normes et les règles de circulation des flux bancaires. Donc le premier nœud de problème, à ce niveau-là, de ces grandes compagnies, parce que derrière se cache le problème des pots de vin, les problèmes de paiement de salaire, les problèmes... La corruption il y a toute une corruption structurelle qui est organisée au niveau de l'Afrique. Donc, ces sujets-là sont des sujets vraiment importants pour nos populations africaines. Si nous n'arrivons pas à bien maîtriser d'une manière organisationnelle le schéma imposé, ce sont des schémas qui sont imposés, par l'arrivée de ces compagnies étrangères, les contrats qu'ils signent, la transparence au niveau des contrats, la transparence au niveau de la gestion, les déclarations au niveau de comptable, toutes ces choses permettent en fait de comprendre et de voir une lisibilité sur les capitaux. Alors, le groupement intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a fait un portrait, un état assez sombre, portrait sombre de ce qui se passe. Il y a des sociétés qu'on appelle les sociétés offshore, qui débarquent, des banques offshore, beaucoup de banques offshore qui sont inscrites nulle part, mais sont en Afrique pour blanchir ce qu'on appelle des lessiveuses, pour blanchir leur argent venant de la drogue, trafic de drogue et aussi d'organes, tout ça, etc. Alors, comment, dans votre esprit, vous dites que c'est vraiment pas cela, c'est autre chose qui se passe, le blanchiment n'existait pas en Afrique en réalité? Non, en fait, j'ai bien compris. Non, c'est-à-dire que il faut aussi parler réellement des chiffres et des masses. Ça ne veut pas dire que... Les chiffres vont venir. Ça veut pas dire que... Non, les chiffres, on ne va pas trop les citer pour ne pas embrouiller nos spectacles. Mais j'ai simplement dit, dans la masse, les blanchiments se passent vraiment en dehors de l'Afrique. C'est-à-dire Europe, l'Angleterre par exemple, la Citibank, hein,
Et puis, au-delà de ça, il y a un écrivain italien qui a sorti un livre génial sur la City, comment on arrivait à blanchir l'argent avec la City, et les îles du Caraïbe. C'est là où ça se passe. Mais en Afrique, on a un problème de ce qu'on appelle de contrôle et aussi un problème d'indépendance. À partir du moment où vous ne maîtrisez pas votre propre État, votre propre sécurité, votre propre monnaie et votre propre entreprise. On prend un exemple, par exemple, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, on a Elf, par exemple, qui négocie des contrats dans lesquels l'État n'a aucun contrôle, ne voit rien. Et on leur dit, par exemple, bon, vous avez que 10% ou 20%. Mais alors, les 80%, ils partent où? Ils partent où, les 80%? Donc, à partir du moment où on peut contrôler, on peut aussi faire en sorte que ce blanchiment-là n'existe pas. Par contre, il peut y avoir d'autres types de blanchiment. Ça veut dire, par exemple, on peut, dans le cas je prends le cas de la Côte d'Ivoire, quand il y a eu des casses de la BCAO, c'est-à-dire Banque de l'Afrique de l'Ouest, mais tout cet argent de la casse, mais après, a été utilisé soit pour l'achat d'armes, soit utilisé, soit utilisé pour faire des campagnes politiques, soit utilisé aussi de façon formelle pour faire des routes. Où est le problème? Où est la frontière de la vérité? Quelle est la solution? Est-ce que le virus Ebola est le problème actuel du continent africain? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique? Comment a-t-il été créé le groupe extrémiste de Boko Haram? Quel est le nouveau colonialisme en Afrique? Est-ce que le racisme est terminé après l'apartheid? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique? Quelle est la solution? On rentre dans le cadre d'une corruption ou de malversation. Là, on le voit bien, cet aspect-là. Mais il y a l'aspect fondamental qu'on doit tenir compte aujourd'hui, c'est l'aspect de blanchiment. C'est ce qu'on appelle le système de lessive. C'est pour ça que je souhaitais qu'on puisse bien spécifier par rapport aux amis téléspectateurs, de nous dire, alors, la différence entre blanchiment, malversation et corruption. C'est ça. Donc, le problème se situe. La définition du mot blanchiment, c'est, on a souvent, quand on définit le blanchiment, on pense souvent à une circulation de masse en cash, liquide. Mais il y a d'autres formes de blanchiment des capitaux qui passent par des circuits officiels. C'est là où on revient sur le problème d'organisation des structures qui doivent, eux, assumer leur rôle. Les banques, par exemple, sont là pour faire leur job, c'est-à-dire de recenser la masse monétaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas la capacité d'afficher haut et fort, d'une manière transparente, les capitaux qui lui appartiennent. Les banques centraux africains, aujourd'hui, que ce soit, j'ai des exemples, que ce soit la Banque centrale de la RDC ou la Banque centrale... J'allais en parler sur la Banque centrale de la RDC. Il y a eu des casses qui ont été faits, des casses terribles, phénoménaux, en quelques jours, du fait qu'on n'arrive pas à maîtriser, parce qu'il y a une interaction. Il y a une interaction entre le fait des monnaies locaux et la circulation des devises. Ça, les Occidentaux le savent. Ils le savent, ça, qu'il y a une interaction obligatoire et nécessaire. Dans la zone Afrique, les banques centrales, par exemple celle de la RDC,
que nous maîtrisons, nous connaissons très bien les origines, comment ils ont fonctionné. Alors donnez-nous quelques exemples, hein, comment ils font pour faire passer l'argent sale et à l'arrivée ça devient l'argent propre. Et j'ai quelques questions que je poserai à messieurs. Terminez, vous avez 1 minute et puis il aura 2 minutes 30 par rapport à ce sont des exemples qui sont représentatifs au niveau de la zone, en tout cas de la zone des Grands Lacs. Ils ont tous les mêmes pratiques parce qu'ils se communiquent entre eux. Donc, au niveau de la RDC, la Banque centrale avait décidé, à l'entrée du nouveau régime, le passage... Le nouveau régime, il faut donner les dates. Voilà. En mai 1997, voilà, tout à fait. Le nouveau régime est arrivé. Il a décidé tout d'un coup de changer de monnaie pour pouvoir s'autofinancer. C'était le discours essentiel qui était accueilli comme étant la solution pour résoudre les problèmes financiers qui se posaient à l'époque. Donc, ce qui s'est passé, les responsables de la Banque centrale ont décidé d'éditer une nouvelle monnaie. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas informé quelle était la masse des devises qui était, avant même le passage de la monnaie locale, qui était déjà en réserve. La masse des devises. En réserve, il y avait $30. Vous voyez? Donc, maintenant, comment c'est fait s'il y avait $30? Ce sont des phénomènes, ce sont en fait des systèmes de blanchiment légalisés, comme on appelle ça, légalisés, que tout le monde se contente. Donc la Banque centrale de la RDC a décidé de faire ça, et du coup, il ne nous a pas dit combien de devises il avait, mais on s'est rendu compte qu'à l'arrivée, le jour où ils ont mis la nouvelle monnaie en circulation, on s'est retrouvé avec des cambistes au coin de la rue qui, eux, avaient les devises. Patatrac. D'où sortaient ces devises? Alors, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un cambiste. Des cambistes, ce sont des changeurs d'argent qui se planquent au coin de la rue, à chaque coin de rue. Qui créent l'inflation aussi. Qui changent la monnaie, qui fixent les taux. Voilà. Qui fixent les taux et qui les changent d'une manière permanente. Ce sont des réalités africaines, ça. Alors, les réalités africaines. Quand je pose cette question, alors, il faudra nous dire des banques qui existent, des banques qui ont payé une forte somme pour avoir leur place dans des capitales africaines, pignon sur rue, des sommes importantes au gouvernement pour commencer à faire des décisions. Je ne vais pas citer des pays, mais il y a beaucoup de banques libanaises qui font ce genre de travail que vous allez peut-être le expliquer en Afrique centrale, c'est ça qui se passe. Et en Afrique de l'Ouest, on a dit sur le rapport d'intelligence économique contre la fuite de capitaux, on s'est retrouvé avec 2 milliards évaporés. Dans l'année 2012, 2013, il y a 3 milliards. Ça grimpe exponentiellement. Alors, comment vous pouvez dire que voilà, l'Afrique va bien au niveau de la gestion, de contrôle de flux? Non, moi, ce que je suis en train de dire, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est que quand on parle de blanchiment, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la source de l'argent. Mais après, cet argent-là, on essaie de le faire entrer dans un système, dans le circuit, un système légal où on construit par exemple une maison ou très bien. Une école, une usine, et ou bien simplement ça peut être aussi des investissements. On prend des participations dans une entreprise et cet argent-là travaille. Pendant ce temps, comme l'État n'est pas assez puissant, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Maintenant, pour revenir au concret, c'est qu'on a aussi des pays d'Asie qui font souvent passer notre hôte du jour. Hein, ils sont en relation avec la Côte d'Ivoire, par exemple, ou avec l'Afrique de l'Ouest. Ils font des transferts d'argent de banque à banque. Et comme dans leur pays, la réglementation est forte parce que l'État existe, ils ne peuvent pas tirer une grosse somme de cash en banque. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, on peut le faire. Donc, par exemple, on peut faire un virement de l'Iran au Bénin ou à la Côte d'Ivoire, et une fois arrivé en Côte d'Ivoire, on peut prendre cet argent-là pour faire autre chose avec. Donc, pour nos téléspectateurs, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que l'argent arrive, on ne sait pas d'où il vient, mais l'essentiel, c'est que ça travaille. Donc, nous aussi, on a un problème. On a aussi un problème. Il y a une règle en économie. Je finis juste. Vous aurez 1 minute 30 à je finis juste. Souvent, les pays africains font souvent appel aux investisseurs. Il nous faut des investisseurs pour faire des routes, il nous faut des investisseurs pour faire ceci et cela. Bon, on ne s'est jamais intéressé réellement de savoir d'où cet argent venait, qu'est-ce qu'on en a fait, est-ce que nous pourrons avoir le contrôle si l'argent qui arrive pour réellement le travailler dans l'intérêt de nos populations. Alors l'intérêt de nos populations, vous allez répondre à cette question en même temps, et on voit des concessions qui fleurissent aujourd'hui dans les capitales africaines, ou les maisons, tout ça, etc. C'est souvent
des expatriés qui viennent acheter et après ils revendent. C'est pas un système de blanchiment aussi de capitaux? C'est là où on doit rebondir. Il faut vraiment comprendre les règles, les fondamentaux de l'économie. L'économie est basée sur la transparence et sur la confiance. L'économie, d'une manière générale, c'est basé sur la transparence et la confiance. Quand vous n'avez plus de transparence, vous n'avez plus de confiance. Personne ne peut s'embarquer à investir là où il ne voit pas clair. Or, nous, en regardant précisément l'Afrique aujourd'hui, on est en train de voir des phénomènes qui apparaissent. Comme les phénomènes, il y a des investisseurs qui ont confiance pour investir dans un pays, alors qu'ils n'ont pas de transparence aux arrivées des capitaux. D'où la grande suspicion. En matière d'économie, il n'y a aucun patron bien respectable, lorsqu'il n'a pas les règles du jeu clairement définies, il n'ose investir. Mais lorsque nous voyons les capitaux arriver, c'est évident que ces capitaux-là ne peuvent en aucune manière être des capitaux propres, comme on pourrait le penser. Ce sont des capitaux qui ne sont, entre guillemets, pas acceptés dans les zones de provenance. Et comme l'Afrique est une porte ouverte à cause du progrès avant tout et du progrès après coup, nous acceptons des choses qui arrivent dans n'importe quel moment. Mais cela nous dessert. Parce que ça nous dessert en matière d'économie. C'est vrai. Vous avez dit quelque chose qui est très important, mais il faut clarifier pour nos spectateurs, c'est qu'on dit que la base de l'économie, c'est de la confiance. Mais sauf que ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. En réalité, la base de l'économie, c'est l'opacité. Si on prend le cas de l'Afrique, prenons le cas du pétrole. Au Congo, Brazza ou Congo-Rafas, quel est le pays qui a ses experts qui contrôlent le nombre de barils qui est sorti au Congo? Quel est le pays qui contrôle le nombre de minerais qui sort du Congo? Alors que là, on parle vraiment de finances et de l'économie. Mais cette opacité, elle vient d'où? Dans le cas, par exemple, mettons de la Côte d'Ivoire, si on revient à la Côte d'Ivoire, quelle est la transparence sur les investisseurs européens ou américains en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens ont la possibilité de savoir ce qui s'est passé? Non, donc problème, la réalité est quand même un peu différente de la réalité. Oui. Donc à l'école, on apprend qu'il faut de la confiance, ce qui est bien, parce que d'abord, à la base, les Africains ont confiance. C'est ce qui fait que la plupart du temps, nos rapports de confiance existent. Mais sauf que dans la réalité, tout est imposé par la force. Quelqu'un qui voit des banques qui fleurissent en Afrique, je voyage beaucoup en Afrique, et ces banques-là n'ont pas pignon sur rue ici, par exemple, dans les grandes capitales occidentales. Comment se fait-il qu'on voit que ces banques-là, avec des noms qui tombent du ciel, et en Europe, on ne les voit pas, même leur succursale, ici en Europe, on ne voit absolument rien. Comment se fait-il? Monsieur Bongos, ce qu'il faut bien... Vous allez répondre à cette question. Là encore, on doit vraiment être clair pour pouvoir aider nos confrères à bien comprendre les schémas qui s'imposent aujourd'hui à l'Afrique. Ce sont des schémas qui s'imposent. Pourquoi? Parce que les décideurs africains ont décidé, ils ont décidé à un moment ou à un autre, de ne pas se donner les moyens de structurer ce pan-là, parce qu'ils sont liés. Tous les présidents africains ont de l'argent qui ne sont pas de provenance non conformes, qui ne proviennent pas de leur salaire en tant que président. Bon, pas tous les présidents. Tous sans exception, que ça soit... Vous allez donner quelques noms de présidents où ils sont assez blancs comme moi d'ailleurs. Je vais citer, en partant de l'Afrique du Sud aujourd'hui chez Zuma. Jacob Zuma qui a été accusé plusieurs fois d'ailleurs par le Fonds monétaire international, les Nations Unies également. Il y a eu une enquête d'ailleurs, en parlant de cette enquête du surveil entreprise. Je l'ai parlé de cette enquête. Continuez. Aujourd'hui, un président d'une grande puissance comme la France aujourd'hui a un patrimoine à hauteur de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Le patrimoine de François Hollande s'élève à 2 millions d'euros. Les patrimoines d'un président africain, en moyenne, pour ceux qui sont au pouvoir durant la même période, s'élèvent à plus de 10 ou 15 milliards. Alors pardonnez-moi, il y a eu un dernier rapport, je vais vous passer la parole tout de suite, il y a eu un dernier rapport de Grand Journal qui parlait sur la richesse de grands présidents, gagnés licitement ou illicitement. Alors il s'avère que le président Kabila s'est retrouvé avec plus de 15 milliards en 14 ans de pouvoir. Comment pouvez-vous expliquer cela? En fait, il faut d'abord revenir sur le fait que les banques qui ont pignon de rue en Afrique, qui poussent un peu partout et qu'on ne retrouve pas à l'extérieur. Le problème, c'est qu'on revient à la même chose. On est dans les pays où, en général, on n'a pas réellement des banques. Parce que la banque a un objectif et un but. Permettre à la population
de bien vivre et faire circuler une monnaie pour qu'elle crée de l'activité. Dans nos pays africains, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour qu'une banque prête de l'argent à un homme d'affaires ou à un particulier, bon, on lui prend tout. C'est-à-dire que les garanties... Vous n'êtes pas d'accord avec en fait, bon, je finis. Il y a deux visions. Il y a deux visions. Je suis resté longtemps à ce qu'on appelle au risque en Afrique, en banque, au risque, et j'ai vu la chose de près. Alors comment je dis comment Forbes donne des chiffres, un chiffre qui donne un peu de tournis, de 15 milliards pour un président qui vient de passer 14 ans au pouvoir. Comment on peut expliquer cela? Bon, ça transféré dans des banques offshore, c'est bien expliqué, les circuits banques offshore avec le blanchiment, etc. On revient sur le même principe de blanchiment. Alors comment il a pu faire pour transférer ces pactoles assez énormes? Apportons à cette belle question deux réponses. La première réponse est de savoir qui a vraiment les capitaux au Congo, Kinshasa. Est-ce que c'est ce Kabila-là ou est-ce que derrière Kabila, on a les Américains qui ont plus d'argent que Kabila? Et Ford ne montre que Kabila. Mais non, il faut aussi montrer ceux qui prennent les 80% de l'argent du Congo. Là, ils auront vraiment du toupet, ils auront vraiment la vraie chose pour dire, mais tiens, voilà, effectivement, ce que Kabila a, et voilà ce que, par exemple, l'Amérique a. Donc moi, je pense qu'il faut toujours inverser... Quel est le président qui est blanc comme moi? Bon, je pense qu'en Afrique, on a... Quand je dis blanc comme moi, c'est l'euphémisme. Ouais, c'est l'euphémisme, j'ai compris. Je pense qu'en Afrique, on a des présidents qui travaillent bien, comme au Kenya, par exemple. Uhuru Kenyatta, il travaille très très bien, en toute transparence. Il y a une différence. Il y a une différence. Alors, vous l'avez dit. Il va terminer, pardonnez-moi, il va terminer. On a des présidents réellement qui travaillent bien. On a aussi, au Libéria, Hélène Johnson, qui travaille en toute transparence. Il y a des présidents qu'on n'aime pas beaucoup en Occident, mais qui travaillent aussi bien, comme Théodore Obiang, qui travaille aussi bien malgré tout ce qu'on peut dire. Donc je pense que j'ai fait quelques séjours on a des présidents qui veulent bien travailler. Et puis bon, quand on parle aussi de nos présidents, faisons quand même attention. C'est-à-dire que c'est pas parce que les journaux en Occident à chaque fois tapent sur les nôtres que nous sommes obligés de taper là-dessus. On peut être transparent et on peut dire les choses d'une façon normale, sans forcément insulter les nôtres. Alors, allez-y, je vous laisse la parole 2 minutes et demie pour pouvoir... La question qui nous intéresse, c'est, on reste bien, on ne donne pas d'avis sur les plans politiques, des choix politiques ou des positionnements politiques. Ce qui nous intéresse, c'est au niveau des circulations des flux. Voilà. Pourquoi est-ce que les présidents africains sont capables de faire circuler de grosses flux sans surveillance? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment... Dans la zone où on produit le moins de richesses possible, c'est là où on retrouve plus d'investissements. On investit plus en Afrique que dans les zones développées où on paye des salaires énormes. Hein? Ce sont des questions simples, pratiques pour nos concitoyens de comprendre comment c'est fait-il que lorsque une entreprise étrangère investit 100 milliards de dollars, au bout de la chaîne, il y a un salaire qui est versé aux alentours de 50 dollars maximum. Comment on peut comprendre ça? Lorsqu'on a un investissement ici à 100 milliards d'euros, on arrive à payer quelqu'un aux alentours des 1000 dollars. Ce sont des schémas, ce sont ces schémas-là qui font très mal à l'Afrique. Ce n'est pas proprement les responsables politiques aussi les responsables politiques parce qu'ils ne réglementent pas. Mais il y a vraiment au fond ce problème-là. Au niveau des banques, je voulais rebondir. Oui, rapidement, 30 secondes. Oui, au niveau des banques. Les banques ont un rôle. J'ai entendu mon confrère ici en train de nous expliquer. Les banques ont le premier rôle de la banque partout au monde, c'est d'abord d'avoir le contrôle de la masse monétaire. Sans ces contrôles-là, vous ne pouvez ni budgéter l'État, ni faire des investissements, ni même prêter. Voilà le problème de l'Afrique. Lorsque les banques centraux n'ont pas un contrôle précis de la masse monétaire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils investissent? Ils vont investir sur quels entrepreneurs? Parce qu'ils n'ont même pas, quand vous allez dans les banques centraux, même à la BCAO, il y a une époque où Yahi Boni était le patron là-bas, on a vu que lorsqu'il avait mis la main sur le contrôle, oui, il a mis la main sur le contrôle de la masse monétaire, il y a eu des investissements, parce qu'il a pris des risques. Alors il a pris des risques. Alors il y a aussi des risques que les petits citoyens prennent en Afrique souvent, on voit que ça fleurit de partout. Le tiercé est également... C'est peut-être léger ce que je suis en train de dire, mais derrière ça, il y a du blanchiment de capitaux. Les casinos, voilà. Les tiercés, ce sont tous ces schémas où on a une difficulté
à avoir une lisibilité sur les capitaux. D'où proviennent-ils? Où sont-ils versés? Pourquoi c'est versé? Il n'y a pas un rapport entre le travail fourni et l'argent encaissé. Voilà, alors, comment peut-on Oui, dire moi ça? je pense qu'il y a déjà une aberration. Pardon, pour terminer d'ailleurs, je vais d'abord parler de votre livre. Il nous reste 2 minutes 30. Alors, Thibault, vous avez le livre qui est ici. Alors, universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Ça veut dire, pour rebondir à notre débat d'aujourd'hui, c'est que les Africains ont tout bâti sur les 5 continents. Sur le continent mère, l'Afrique. En Europe, en Asie, en Australie, sauf que en réalité, on n'en parle jamais. Quand on revend la banque, la confiance, mais la confiance, elle vient de l'Afrique. L'Africain, quand il vous a donné une parole, il la maintient. Et c'est ce qui permet aux banques de réellement fonctionner. Donc, en fait, ce livre-là, c'est de tracer tout ce que les Africains ont fait sur les 5 continents, mais qu'on n'arrive pas à transmettre dans nos écoles, dans nos entreprises, pour créer de la confiance, pour faire en sorte qu'on arrive à en prendre en main nous-mêmes nos propres difficultés et y apporter des solutions. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour faire en sorte qu'on arrive à conscientiser. Une fois qu'on est conscient, on peut contrôler les banques, avec une banque centrale qui crée elle-même sa propre monnaie. Alors le franc CFA nous permet aujourd'hui de contrôler le flux ou pas? Non, impossible. Hein. Impossible avec les francs CFA, pour 2 raisons. Les francs CFA est soumis à la zone euro. Donc en fait, les francs CFA dépendent de la santé de la zone euro. Donc, c'est une folie. Non, c'est une folie pour les peuples qui veulent se développer. Parce que lorsque vous voulez avoir les capitaux propres, dans la zone de CFA, vous devez appeler la Banque centrale, la Société Générale ici, pour que la Société Générale active la fabrication monétaire du franc CFA. Alors, impossible. Et vous, le franc CFA? Mais le franc CFA, il faut la changer. Il faut que les Africains de la zone franc CFA aient le courage de sortir de là. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui en Europe, il y a une crise qui bat de l'aile et les gens n'ont pratiquement plus rien, mais les Africains s'accrochent toujours à une monnaie qui n'existe pas, qui est virtuelle. Donc ils doivent créer leur propre monnaie pour pouvoir réellement répondre aux besoins de la population. Merci, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission ô combien passionnante. Les prochaines émissions vont nous permettre à nous de comprendre comment circule le flux en Afrique, comment les transactions se font en Afrique. Il y a l'opacité, et cette opacité, on ne pourra en aucun cas l'accepter. Ça foulera au pied, bien entendu, l'émergence de l'Afrique. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.